L'art au mieux est avant tout un joyau de l'art médiéval. C'est en l'an 1062 qu'Albert, un moine allemand revenant d'un pèlerinage à Rome, s'arrêta en terre de Gascogne. Il y fonda un petit prieuré qui reçut le nom de l'art au mieux. Le mot gascon, lu Romiu, signifie le pèlerin de Rome. Après la création du prieuré au XIe siècle, des habitants s'installèrent tout autour jusqu'à former un véritable village. Il s'agissait d'une chauveté, c'est-à-dire une bourgade créée autour d'un établissement religieux. L'art au mieux se trouvait dans la forêt de Firmacon, sur des terres qu'avait donné le vicomte de Lomagne aux moines fondateurs. Le prieuré bénédictin, ainsi créé, dépendait de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. C'est ce qu'indique une charte du 28 mai 1082 par laquelle Odon, vicomte de Lomagne, et sa femme Adélaïde renouvellent solennellement à l'abbaye Saint-Victor de Marseille la donation antérieurement faite au pèlerin Albert. À cette date, une localité est en train de se développer à proximité de l'ancien ermitage et une charte énumère les droits, justice et privilèges accordés aux habitants. Une première église, destinée au prieuré, fut construite sous le vocable de Notre-Dame. Elle se trouvait sur la place actuelle du village de la Romieux, à l'ouest de l'église existante, près de la mairie. Elle a été détruite à la Révolution. À la suite de dissensions avec le vicomte de Lomagne, l'abbé de Saint-Victor se dessaisit des droits qu'il possédait dans la localité de la Romieux, le 12 octobre 1258, en faveur d'Alphonse de Poitiers. À la mort de ce dernier, ces droits passèrent au roi de France avec le comté de Toulouse. L'abandon par Saint-Victor de Marseille de sa seigneurie sur la ville de la Romieux précéda de peu la vente du prieuré lui-même à un Gascon originaire du pays, ayant fait une brillante carrière ecclésiastique et politique, le cardinal Arnaud d'Aux. Vers 1312, Arnaud d'Aux acheta au consul et aux habitants de la Romieux un terrain appuyé au fossé de la ville et la partie correspondante de ces fossés qu'il fit assécher pour en creuser de nouveaux un peu plus loin. Afin de ne pas avoir à s'opposer aux bénédictins de Saint-Victor de Marseille, il acheta leur départ pour la somme de 2000 florins qui furent versés entre les mains de 3 négociants de Florence domiciliés à Marseille. Le pape Jean XXII, par une bulle du 22 décembre 1317, autorisa cette transaction et prononça la sécularisation du prieuré de Notre-Dame de la Romieux, dont il conféra tous les droits spirituels et temporels à l'église Saint-Pierre, fondée par le cardinal. Le terrain ainsi déblayé, Arnaud d'Aux entreprit tout à la fois la construction d'un palais pour son habitation et celle de la collégiale Saint-Pierre entre les années 1312 et 1318, locaux destinés à un collège de chanoines. À l'époque, en effet, les chanoines étaient fréquemment les bénéficiaires des nouvelles fondations religieuses. Sans doute, les collégiales offraient-elles davantage que les monastères la possibilité pour le fondateur et ses héritiers d'exercer un profitable droit de patronage. Pour donner de l'éclat au service divin de sa nouvelle collégiale, Arnaud d'Aux la dota richement et minutieusement. Grande croix d'argent, calice de vermeil et d'argent, livres de chant, cloches, ainsi qu'un grand nombre de reliques, insignes enfermés dans 14 chasses d'argent offertes par Jean XXII. Arnaud d'Aux mourut vers 1321 en Avignon.
Son corps repose dans un enfeu de la collégiale. L'histoire postérieure de la fondation d'Arnaud d'Aux est surtout marquée par les dévastations commises durant les guerres de religion en 1569. Ainsi, en 1569, le terrible Montgomery se porta devant les murs de la Romieu après avoir pris la ville de Condom. Il s'empara de la ville et la pilla. La collégiale et l'église Notre-Dame, devenue paroissiale, furent saccagées. Les protestants emportèrent les chasses d'argent, ils brisèrent les sculptures, les bas-reliefs et les tombeaux de la famille d'Aux, et ils firent périr un certain nombre de prêtres dans les flammes. La Révolution ayant amené la disparition du chapitre, l'église Saint-Pierre fut choisie comme église paroissiale par les habitants de la Romieu. Cette décision provoqua la démolition de l'église paroissiale Notre-Dame, condamnée parce que trop petite, lézardée et malsaine. Toutefois, elle permit à la collégiale de nous parvenir sans trop de dommages. De nos jours, les offices religieux y prennent une dimension toute sacrée conférée par la solennité des lieux. L'église Saint-Pierre est encore le lieu de rassemblement des habitants de la Romieu lors des fêtes religieuses. Fiers et respectueux de l'héritage que l'histoire des hommes leur a légué, ils font ainsi l'honneur à la piété du moine fondateur. L'Office de tourisme offre deux possibilités de visite pour découvrir le patrimoine de la Romieu, individuel ou guidé. Les individuels ne bénéficient pas de visite commentée, mais d'une visite libre de 40 minutes environ, avec un support écrit et vidéo. Par ici, on est parti. La clé du paradis. Venez. Allez-y, je vous en prie. On va aller sur ma droite là-bas. Dans le coin, il y a quelques bancs pour pouvoir vous asseoir. Les visites guidées sont assurées par deux guides professionnels. D'une durée de 1h15, la richesse des explications fournies vous présente l'histoire du village et de la collégiale, de l'église et des fresques de la sacristie. Donc, comme je disais, je suis enchanté de vous recevoir ici à la Romieu, et plus précisément dans cette gigantesque collégiale Saint-Pierre de la Romieu. Et donc, je me présente, je m'appelle Thierry Perret, avec la même orthographe que le chanteur. Mais enfin, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous faire son répertoire, hein, déjà je chante très mal, ou alors éventuellement, si, tout, mais sur la collégiale et pas sur le reste, bien entendu. Hein. Les guides professionnels et passionnés sauront vous faire partager leur passion pour cet héritage du passé. Visiter la Romieu permet de plonger au cœur de l'histoire. Donc, il y a à peu près 1000 ans de ça, arriverons par le chemin où nous étions il y a à peu près 3 minutes, qui est derrière le grand mur, là-bas derrière, qui est le chemin de Saint-Jacques. On peut pas beaucoup se tromper, il passe partout, hein, celui-là. Hein? Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins mènent à Saint-Jacques aussi. Donc arriveront par ce chemin deux moines pèlerins qui revenaient du pèlerinage de Rome, qui étaient passés par Toulouse et qui avaient repris donc ce fameux chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Vous savez que quand j'étais petit, dans ce cloître, je baladais, c'était un petit peu l'adjudant pète sec, mais enfin, c'était un général, ami du maréchal Foch pendant la guerre de 14. Il est mort, il avait 104 ans, je ne sais pas si l'Armagnac le conservait, mais ça y allait, et c'était un général de haut vol qui avait été, évidemment, qui avait vu des choses terribles en 14-18 et aussi en 39-47. Mis en disponibilité en 46
avec 5 étoiles, il n'est mort qu'en l'an 2000. Hein. Vous avez trinqué sa retraite, parce qu'avec 5 étoiles, c'était le général André Lafargue. Vous voyez, il y avait des pages comme ça de l'histoire. Il est mort au palais des papes d'Avignon. La loi veut que dans le clocher on sonna pendant 40 jours le glas des feuilles. Au bout du 40e jour, l'évêque de Condom, Raymond de Galard d'Europe, ça vous dit rien des Galards, mais de temps en temps à la messe, là, il y a une femme très célèbre que vous connaissez, Geneviève de Galard, l'ange de Bienvenue. C'est la cousine, la fille, c'est là. Enfin, ici on a tout le monde, hein. On a Machaméry, on a Ève Ruggieri, on a Fabius. Cette partie n'avait que les bancs de pierre qui permettaient aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, aux femmes qui n'avaient pas voix au chapitre, d'empêcher de rentrer dans le chœur. Et cette partie était très très obscure. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons une petite tribune de bois. Au Moyen-Âge, elle était en pierre et elle avançait jusqu'à cette colonne. Car ici s'élevait un énorme mur de bois que l'on appelle le jubé et qui empêchait les gens de rentrer dans le chœur. Cette salle fut abîmée par les révolutionnaires qui cherchaient les symboles de la féodalité et de la noblesse. Donc les révolutionnaires ont ôté les blasons qui se trouvaient dans des quadrilobes, ici, les blasons, ils les ont grignotés. Et évidemment, ce qui va nous arriver merveilleusement bien conservé, vous le voyez, c'est le plafond. Le plafond avait les anges du jugement dernier, des anges noirs, qui, quand même au Moyen-Âge, ne l'étaient pas. Les visages devenus noirs et les mains et les pieds le sont à cause de quoi? De l'argent qui composait la couleur des visages, des mains et des pieds. Et l'argent, vous le savez, pour votre argenterie, se noircit, s'oxyde avec le temps. Donc il y a ces personnages magnifiques, la vie, la mort, la résurrection, des trompettes, des couronnes et des encensoirs qui ornent la voûte étoilée du plafond. L'église Saint-Pierre formait l'essentiel d'un ensemble qui comprenait en outre un cloître et l'habitation des chanoines du chapitre, ainsi que le doyenné et le palais du cardinal, situé au sud-ouest du cloître. Très rapidement construite, entre 1313 et 1318, l'église Saint-Pierre possède le plan d'une grande chapelle. Un seul vaisseau suffisait en effet pour l'usage exclusif qu'en avaient les chanoines. Cependant, ces proportions ne sont pas celles de la nef unique méridionale. Pour une longueur totale de 36 mètres, la largeur dépasse à peine 9 mètres, alors que la hauteur sous clé atteint 15 mètres. Suivant le témoignage de l'abbé Brocona, l'ensemble de l'église était peint. Or, en 1864, on décida un décapage général pour mettre à nu l'appareil de pierre de taille. Du décor peint ne subsiste dans l'église que 3 écussons découverts sur le tympan intérieur de la porte d'entrée. Sous plusieurs couches de badigeons, 2 de ces écussons sont semblables et portent les armoiries des seigneurs d'Aux, patrons du chapitre. Ils sont séparés par l'écusson du seigneur de Firmaco. L'église est flanquée au nord-est et au nord-ouest de 2 tours. On rapprochera ce parti d'ensemble de celui de certains châteaux gascons contemporains, caractérisés par une salle unie à 2 tours. La plus monumentale de ces 2 tours est celle de l'est, de forme octogonale. Épaulée par 6 vigoureux contreforts, cette tour comporte 3 belles salles superposées, voûtées d'ogives et éclairées par des fenêtres étroites. On passe d'un étage à l'autre à l'aide d'un escalier à vis enfermé dans une tourelle carrée. Traditionnellement, on identifie la salle inférieure avec la sacristie. C'est encore sa destination actuelle. La seconde salle est la salle capitulaire et la troisième, celle des archives.
l'ordre des deux dernières étant parfois interverti. Cet emplacement de la salle capitulaire, dans une tour, est extrêmement rare. Couronnant l'ensemble, un belvédère, ajouré sur chacune de ses faces de deux grandes fenêtres tréflées, annonce les constructions aériennes qui se développeront dans les parties hautes des châteaux forts à la fin du XIVe siècle. Il est surmonté d'une balustrade découpée de petites roses. Probablement, les trois salles étaient peintes, mais seule la sacristie a conservé son décor. Dans les compartiments de la voûte, 16 anges tiennent les couronnes, jouent de la trompette ou balancent un encensoir. La tête nimbée de rayons, selon une formule très répandue dans le sud-ouest de la France à la fin du XIIIe siècle et dans la première moitié du XIVe, ces silhouettes gracieuses se détachent sur un fond blanc. Sur les murs, des quadrilobes renfermant des écussons armoriés, le plus souvent indistincts, alternent avec des octogones. Ceux-ci portent dans les rangées inférieures des personnages à mi-corps et dans les parties hautes des murs, un décor abstrait. Haut de 33 mètres, le clocher fut construit après l'église, mais en même temps que le cloître. Le clocher communique avec l'église par la tour escalier ainsi qu'à chaque étage avec le cloître et le palais. Le cloître s'étale au nord de l'église. Il date du premier quart du XIVe siècle. 4 portes en permettent l'accès. Le grand portail nord donne accès à la ville. La petite porte occidentale était réservée au chapitre. La porte méridionale, ainsi qu'une porte murée dans l'angle sud-ouest de la galerie occidentale, donnaient accès au palais. Quant à la porte qui donne aujourd'hui sur la place, elle communiquait elle aussi avec le palais. L'aile sud du cloître est occupée par le rez-de-chaussée du clocher. C'est dans cette partie que s'ouvre le portail principal de l'église, ainsi que les portes réservées jadis aux moines. Cette disposition s'explique par la fonction de collégiale privée de l'Église destinée presque exclusivement au clergé. Le cloître a donc été conçu avant tout comme un lieu canonial. L'architecture des arcades rappelle l'influence de l'art gothique septentrional. L'arc est traité comme une fenêtre gothique avec tout un réseau de remplages. Leurs faisceaux de moulures et de colonnettes, au profil adouci en amande, composent l'arc brisé principal. Celui-ci retombe de part et d'autre sur un pilier elliptique où moulures et colonnettes se prolongent. Les chapiteaux sont décorés de feuilles de chêne, de vigne et de lierre, auxquels se mêlent des vestiges d'animaux ou de personnages. Des visages, crachant des rinceaux qui sortent de la bouche, entourent la tête. Les animaux, lions, chiens, griffons ailés, s'associent souvent à un personnage, tout comme le décor floral.
Les animaux occupent tout l'espace, tandis que les personnages prennent souvent des positions verticales. Les disproportions des personnages, de la tête par rapport au corps ou du pied par rapport à la jambe, sont encore imprégnées des canons romans. Le cloître de la Romieu appartient au style du gothique rayonnant, rappelant l'art gothique d'Île-de-France du XIIIe siècle. Des étages existaient autrefois sans savoir quelles étaient leurs fonctions. Là se trouvaient certainement des logements des chanoines. La présence par endroits de lavabos de pierre, bien que mutilée par la mise en place de la toiture actuelle, semble le confirmer. Les étages furent détruits lors des guerres de religion et le passage des troupes de Montgomery vers 1569. Tout porte à croire que ces étages étaient bâtis à pans de bois et torchis. Par le premier étage, côté nord, on communiquait par une galerie en bois avec une grande maison de l'autre côté de la rue. Cette maison en garde encore une porte en arc brisé, aujourd'hui murée. Cette grande demeure était destinée aux doyens de la communauté. Elle s'étendait jusqu'au fossé de la ville. Arnaud d'Aux ajouta un palais à la collégiale. Il n'en reste qu'une tour et une partie du mur d'enceinte avec sa porte occidentale. L'ensemble était construit autour d'une ou plusieurs cours centrales et intégrait des bâtiments plus anciens. L'aile nord reste la mieux conservée. Elle abritait sans doute les appartements du cardinal. La tour du clocher servait certainement de donjon. De l'aile sud, il ne reste pratiquement rien, si ce n'est quelques vestiges du mur d'enceinte ainsi qu'une petite tour. Le palais était éclairé par de fines fenêtres gothiques. De nos jours, l'enceinte actuelle du palais renferme quelques maisons à pans de bois datant des XVIe et XVIIe siècles. La richesse historique et architecturale de l'ensemble constitué par l'église Saint-Pierre et la collégiale a valu à la Romieu d'être classée au patrimoine mondial de l'humanité et de recevoir le label UNESCO. La Romieu conserve un grand nombre de maisons à colombage dans la plus pure tradition médiévale. Ces maisons à pans de bois étaient autrefois bâties en torchis. La sauveté était entourée de remparts. Il en subsiste aujourd'hui quelques pans de murs ainsi que 2 des 4 portes de la ville. Ces portes, surmontées de tours, étaient fermées par une herse. Un pont-levis complétait l'ensemble défensif lorsque existaient encore les fossés. Au Moyen Âge, les habitants qui venaient s'installer dans une sauveté recevaient un certain nombre de privilèges et de libertés. Chacun recevait un lot de terrain pour y construire sa maison ainsi que pour son jardin potager. On appelait ces jardins des casales. Entourés de murets en pierre, ces jardins étaient accessibles par des chemins aujourd'hui fréquentés par les randonneurs. À quelques détours, le promeneur découvre des chats qui semblent veiller imperturbables sur le village. À l'extérieur de la ville, la fontaine date sans doute du XIIIe siècle. Sa présence est très importante, point de rassemblement des femmes autrefois qui venaient chercher l'eau pour leur maison. La présence de l'eau fut sans doute l'une des raisons qui ont poussé le moine Albert à créer un prieuré en ces lieux. Au cœur du village de la Romieu, la place constitue encore de nos jours le centre de la vie publique. Comme au Moyen Âge,
fêtes et grandes manifestations s'y déroulent. La place était entourée des cornières, passage en galerie servant à abriter les passants du soleil et des intempéries. Ces cornières subsistent aujourd'hui sur deux côtés. Sur cette même place, d'autres chats veillent, figés et immortalisés pour l'éternité par Maurice Serrault, un artiste amoureux d'une légende, celle de la jeune Angéline. En l'an de grâce 1338, dans un village de Gascogne appelé La Romieux, vivait une jolie jeune fille prénommée Angéline. À la mort de ses parents, elle fut recueillie par une voisine. Angéline montrait une grande attirance pour les chats. Il y en avait toujours 2 ou 3 autour d'elle qui la nuit dormaient dans son lit, et elle partageait souvent son écuelle avec eux. L'an 1342 et les 2 années suivantes, l'hiver fut rude et le printemps et l'été si pluvieux qu'il ne fut pas possible d'ensemencer les champs. Il s'ensuivit une grande disette et malgré la distribution par le seigneur Arnaud d'Aux des réserves de la collégiale, les habitants de La Romieux n'eurent bientôt plus rien à se mettre sous la dent. Ils pensèrent alors aux chats, si nombreux dans le village, et en firent de la giblotte. Les parents adoptifs d'Angéline, sachant combien elle aimait les siens, acceptèrent qu'elle garde un chat et une chatte, à condition de bien les cacher, car les voisins ne demandaient qu'à leur tordre le cou. Heureusement, des temps plus cléments permirent enfin de récolter de quoi vivre. Mais à La Romieux où les chats avaient disparu, les rats avaient proliféré au point de menacer les récoltes. Angéline, avec des précautions infinies, avait pu cacher ses chats et ils avaient eu plusieurs portées. C'était une 20aine de greffiers qui s'ébattaient dans le grenier. Heureusement que la maison était isolée. Les villageois se lamentaient devant les dégâts causés par les rats. C'est alors qu'Angéline annonça qu'elle allait lâcher une 20aine de chatons que les habitants pourraient adopter. Les rats disparurent rapidement et c'est ainsi qu'Angéline sauva La Romieux d'un nouveau malheur. De nos jours, les chats veillent encore, du haut des murs ou des fenêtres, au détour de quelques rues. Comme autant d'œuvres d'art, ils sont comme un jeu de piste à qui veut les trouver. La Romieux inspire donc les artistes. Régulièrement, l'Office de tourisme organise des expositions de peinture. La culture, à La Romieux, c'est aussi le théâtre, la musique, les bandas. L'art se retrouve également dans les fleurs, doux mélange entre la passion des couleurs et des parfums. C'est au pied du village, face à la collégiale, que s'étendent sur 6 hectares les jardins de Coursiana et qui s'affichent ici en panorama grandeur nature. Créé en 1974 par Gilbert Courdarne, un éminent botaniste qui a reçu en 1995 le prix Olivier de Serres, la plus haute distinction de l'Académie d'agriculture. Les jardins de Coursiana composent un ensemble végétal de toute beauté. Aujourd'hui, Véronique et Arnaud Delannoy, propriétaires du domaine, vous invitent à découvrir
l'Arboretum et ses 700 essences rares d'arbres et d'arbustes provenant des 5 continents. Du jardin à l'anglaise, avec ses massifs de plantes et de fleurs aux bouquets capiteux, au jardin de plantes médicinales, aromatiques et à parfum, ce dernier a été créé en 2001, en partenariat avec une entreprise locale, Fleurance Nature, spécialisée dans la vente par correspondance de compléments alimentaires à base de plantes et de produits naturels. Les jardins de Coursiana sont un véritable havre de paix. Une découverte originale et apaisante. Une vraie balade nature à conjuguer avec la visite du village et de son patrimoine historique. Dans un paysage vallonné et chatoyant, La Romieu a su allier tradition et modernisme et offre à ses habitants et à ses visiteurs un cadre de vie tout à fait exceptionnel. Les animations et les activités ne manquent pas sur la commune. De la pétanque au basket, en passant par le tennis, la gymnastique et la randonnée pédestre, il fait bon bouger à La Romieu. Quant aux passionnés du vélo tout-terrain, 3 circuits en boucle d'environ 35 km les attendent autour du village. Et après l'effort, le réconfort. Dans le sud-ouest, et plus particulièrement dans le Gers, la gastronomie est une institution. Que ce soit au restaurant ou à la ferme, les gens d'ici savent associer les goûts les plus subtils pour préparer ce que le terroir offre de plus frais et de plus authentique. Enfin, en bon village gascon qui se respecte, la commune entretient une tradition bien ancrée de fêtes et de traditions. Tout au long de l'année, bals et lotos animent la salle des fêtes et chaque été, vide-greniers et autres animations de qualité déplacent les foules. Ainsi, la légende des chats est à l'origine d'une grande fête en leur honneur. La fête des chats est une exposition féline internationale, durant laquelle plus de 200 chats de race sont jugés par un jury connaisseur. Sur la journée, les défilés d'enfants déguisés en chats déambulent au milieu des artisans fabriquant des chats en verre, en tissu, en bois, en céramique ou en pierre. Dans cette région du sud-ouest, où la tradition festive est bien ancrée, où le festival international de bandas de Condom prend de plus en plus d'importance, la banda du village, les Marcel, a décidé depuis plusieurs années d'offrir une nuit de fête aux habitants du village. Durant toute la nuit, du 13 au 14 juillet, plusieurs bandas venus de toute la France se relaient pour animer repas, podium et rue. Comme les chats, comme la musique, les fleurs sont aussi célébrées à La Romieu. À la fin du printemps, la commune s'embellit de magnifiques rosiers. Et au mois de mai, a lieu, sur la place du village, le marché aux rosiers, une manifestation unique en Midi-Pyrénées. De nombreux pépiniéristes spécialisés dans le rosier ancien ou moderne apportent leur production en fleurs. Ce marché aux rosiers attire des milliers de visiteurs à la recherche de leurs fleurs préférées. C'est un véritable tapis de fleurs multicolores que les visiteurs et les acheteurs ont le plaisir de pouvoir admirer et sentir. Riche d'une histoire presque millénaire, forte d'un patrimoine reconnu, La Romieu est l'un des plus beaux villages du sud-ouest. Les tours de sa collégiale semblent défier le temps et les événements, comme si, ici,
l'histoire s'était arrêtée. Au cœur de la Gascogne, entre le pays d'Armagnac et la Lomagne, la Romieux garde son identité de ville-étape pour les pèlerins ou les touristes. Sa visite est incontournable pour plonger jusqu'aux racines de l'âme gasconne. La Romieux est un village où il fait bon vivre, dans un département où le bonheur se cultive comme un art de vivre.